Bezrat Hashem, en direct de chez mon ami Shimshon Nathalie. On va faire un petit cours comme chaque semaine à Yerushalayim, entouré de tous nos amis. On va voir un petit peu quelques points. Alors, hier j'avais déjà parlé de la paracha de la semaine. Ce soir, on va revenir sur quelques points que j'avais abordés hier et on va essayer de les développer ensemble. On voit que les Bnei Israël, quand ils arrivent dans la paracha de la semaine en Israël Massé, parce que vu qu'il y a 2 jours de Yom Tov durant les fêtes en France, cette année ils ont pris un peu de retard dans les parachutes par rapport à nous, c'est ce qui arrive souvent. Donc en France c'est Matot, nous c'est Massé, nous cette semaine on termine le Sefer, d'accord, au Hachem, et on va entamer avec l'aide de Dieu Dvarim. Donc on termine Bamidbar et on commence Dvarim. Baruch Hashem. Ce qui est une très très grande bracha lorsqu'on vient et qu'on entame les choses. Ce Shabbat, il est aussi très particulier. Avec l'aide de Dieu, on va rentrer dans le mois de Av. On voit que le mois de Av, les rachetez-votes de Av, c'est Elul Ba. Ça veut dire que durant le mois de Av, il faut commencer déjà à faire Teshuvah, hein, parce qu'on se rapproche du mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est le mois où les séfarades, dès le début du mois de Elul, commencent à faire les slichot tous les matins, en théorie, avant la tfila. Après, Baruch Hashem, en réalité, on peut faire à partir de Chatzot Halayla. Donc ceux qui ont du mal à se lever le matin, ils peuvent Chatzot Halayla faire les slichot, ce qui est une chose très très importante. Nos frères Ashkenazim, ils attendent de se rapprocher, d'être dans les derniers jours avant Rosh Hashanah, d'accord, pour commencer à faire les slichot. Mais nous, on a pour coutume de commencer avant, d'accord, réellement. Pour avoir un cumul jusqu'à Kippour, avec l'aide de Dieu, le 10 Tishri, de 40 jours. Donc on commence directement à partir du lendemain de Rosh Chodesh Elul, à faire les slichot. En souvenir de quoi? En souvenir tout simplement que, pour se rappeler que 17 Tammuz, il y a eu la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu va remonter pour demander le pardon des Bnei Israël. D'accord? Il y aura Kippour, après il va remonter pour recevoir le deuxième table de la loi. Maintenant, donc par rapport à ça, on voit qu'on arrive de 17 Tammuz jusqu'au 10 Tishri, le jour de Kippour. C'est cette période-là qui est très particulière. Et à partir du 17 Tammuz, on rentre dans la période de Ben Hametzarim. Donc on voit que Ben Hametzarim, c'est une période qui est compliquée, on sait déjà pour quelles raisons. Tous les mauvais événements dans notre histoire sont arrivés durant cette période-là. Même les événements contemporains. Si on prend juste, voilà, on va faire les 11 ans de la création de Israël Torah, l'association de Shimshon Nathalie. Ça fait 11 ans avec Shimshon qu'on est beaucoup de rabbanim à le soutenir, à intervenir gratuitement dans ses conférences pour Baruch Hashem, diffuser la Torah, lui permettre de prendre des caméramans et des monteurs vidéo et de faire des belles conférences avec des belles qualités vidéo qui lui coûtent très très cher à Shimshon. C'est très compliqué pour lui. Ben Porat Yosef. Oui, on est sur ta page, on fait ta pub. Alors maintenant, on est des bons juifs. Attendez. Donc, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que ça fait 11 ans et Shimshon, en réalité, pour quelle raison il a voulu monter ça? C'était à la suite du Girouche de Gush Katif. Donc toutes ces conférences, tout ça, ça a commencé à la suite du Girouche de Gush Katif. Mon maître à l'époque, le Rav Meir Mazouz, à l'Eshivat Kisser Rachamim, il nous avait dit que les Girouche de Gush Katif, c'était un des événements les plus terribles qu'avait connu le Ham Israël. Parce que c'était, malheureusement, l'armée d'Israël qui avait décidé pour faire la paix avec, entre guillemets, nos partenaires. D'accord? Des gens qui étaient connus comme étant des ennemis qui auraient dû, normalement, en théorie, monter là-bas des stations balnéaires au bord de la mer, d'accord, pour monter des stations touristiques. Au lieu de ça, ils ont laissé les terrains vagues et apprennent à leurs enfants à utiliser des lance-roquettes. C'est un autre problème, ça. Maintenant, on voit en réalité que le Girouche de Gush Katif a commencé à cette période-là. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que déjà 1 mois avant le Girouche, qui a eu lieu réellement, Tachles les Maasé, le 11 Av, d'accord, entre le 10 et le 11 Av, 2 jours. On voit que déjà 1 mois avant, l'armée avait déjà fermé tout Gush Katif pour empêcher les sympathisants qui étaient contre le Girouche de pouvoir entrer là-bas. Donc on voit que si on voit 1 mois avant, on est déjà dans le 17 Tammuz. D'accord? Donc déjà, donc ça s'est fait durant la période de Ben Hametzarim. D'ailleurs, on avait dit à l'époque, on avait dit même aux responsables politiques, dans Ariel Sharon, que c'est une folie de prévoir ça durant la période de Ben Hametzarim. C'est une folie. Et on a vu qu'il y a eu cette période-là. Alors on rappellera que les familles jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas été, et on est 11 ans plus tard,
Elles n'ont pas été dédommagées comme elles auraient dû être dédommagées. Beaucoup de familles n'ont pas été dédommagées. Elles se sont retrouvées dans des caravanes à Nitsanim. Jusqu'à aujourd'hui, on essaye de s'occuper de ces familles-là. Il y a beaucoup de monde qui essaye de s'occuper de ces familles-là. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Ceux qui peuvent essayer d'aider ces familles-là à remonter la pente, Inematov Maneim, c'est une très bonne mise. Voilà. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez prendre contact avec nous. On vous expliquera. On mettra directement en contact avec les familles qui ont besoin là-bas à Nitsanim d'être aidées, qui ont malheureusement été victimes de ce guirouche. Donc on voit que le guirouche, c'est durant cette période-là. Résultat, on a vu, l'année dernière à la conférence, on a parlé des 3 jeunes Bachorim qui se sont fait tuer par nos ennemis. Cette année, on va parler de la petite Hallel. La petite Hallel qui s'est fait tuer aussi, dans son sommeil, alors qu'elle était à la maison, chez elle n'a rien demandé à personne. Donc, on voit qu'on est dans une médecine, une réalité qui n'est pas évidente. Et chaque jour, on entend des mauvaises nouvelles. Des enfants malades qu'on enterre ici et là. Pas des vieux, hein, des enfants. Des adultes, des amis, on a tous des gens dans notre entourage qui ont des difficultés à un niveau à un autre. Et on voit que la maca de la génération, oh là là, la plaie qu'on a dans cette génération, comme dans toutes les autres avant, hein, c'est le shlom baït. Moi je dis ça avec le sourire, parce que à cause de ça je dors pas beaucoup la nuit. Donc, on voit, hein, pas parce que j'ai des problèmes chez moi, parce que je passe mon temps à m'occuper des autres. Je tiens à le préciser, il ne faut pas aller comprendre des choses de travers. Donc, en réalité, on voit Baruch Hashem, on voit que les Bnei Israël, donc dans la paracha de la semaine, Massé en Israël, ils vont arriver, d'accord, à Yarden Yericho, donc à la frontière du Jourdain. Ils se préparent à entrer dans la ville de Jéricho, première ville pour laquelle on va se lancer à la conquête de la terre d'Israël. Avec Yehoshua ben Nun, vous connaissez toute l'histoire, ils vont envoyer là-bas 2 espions, Caleb ben Yefouné et Pinchas, qui vont rentrer chez la femme Rahav, etc. Il va se passer des choses extraordinairement. Et on voit que Rahav, elle a protégé 2 hommes. Et on voit, hein, que quand on parle de la Makat Sheba, d'accord, quand on parle de la reine de Saba, elle aussi, elle aurait eu des jumeaux avec Shlomo HaMelech. D'accord, j'en ai déjà parlé. Et on voit aussi que Tamar, d'accord, elle aussi, Tamar, elle a eu des jumeaux. Et on voit que Tamar, Malkat Sheba, c'est même, et Rahav, Seresh, ça forme le nom de Tamar. Pourquoi? Parce que ces 3 femmes à elle, tout seules, et là pour faire un tikkun, c'était la même Neshama, qui est venue en différents temps dans ce monde, pour restituer la royauté de Yehuda au sein du clan d'Israël. Pour préparer la royauté. La royauté de qui? De Mashiach. Donc ces femmes-là ont participé à la préparation de la venue messianique. Donc de là on voit que non seulement quand on dit à la sortie d'Égypte que c'est par le mérite des mères d'Israël qu'on est sorti d'Égypte, et c'est par le mérite des mères d'Israël qu'on sortira de la galoute dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que le Shlom Bayit aujourd'hui ne dépend pas des hommes. Il dépend que des femmes. Alors je sais que jusqu'à aujourd'hui, on donne beaucoup de cours, on dit que la bracha dans la maison c'est la femme, que le mari doit être gentil avec sa femme, que le mari doit être à l'écoute de sa femme. Mais les maris, ils n'en sont pas capables. Moi-même, j'en suis pas capable d'un point de vue technique. Si j'ai réussi à grandir en Torah, c'est parce que j'ai une femme à la maison qui a su être intelligente et me considérer comme un enfant de 3 ans d'âge mental. Pour m'encourager. Et ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc quand on voit les choses comme ça, déjà ça peut régler pas mal de choses au niveau du Shlom Bayit. On se dit, attends, le partenaire que j'ai en face de moi, il peut me rassurer. Le rôle de l'homme, c'est d'arriver à rassurer. Mais l'homme, aujourd'hui les hommes, ils ont très peu confiance en eux par rapport à d'autres. Ou des fois, ils ont trop confiance en eux. Mais il n'y en a pas, le juste milieu, on ne le trouve pas forcément. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit donc que de toujours, on voit dans l'histoire du judaïsme, le rôle des femmes, que ce soit Tamar ou Rahav ou toutes les autres, a été le suivant. Ça a été tout simplement d'arriver à motiver les hommes au sein du clan d'Israël à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à se maintenir sur un certain chemin. C'est le rôle des femmes. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit. On voit dans les foyers, quand la femme décide de prendre une direction, bah, tout le foyer va beaucoup plus facilement suivre cette direction-là. Quand dans une famille, quand un homme décide de se repentir, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça que la femme, si elle ne suit pas, le foyer ne va pas suivre forcément. Alors que quand c'est l'inverse, c'est une des techniques des rabbins, je le dis très souvent. Pourquoi les rabbins, ils aiment organiser des cours pour les femmes? Pour quelle raison? Parce que quand on donne le cours aux femmes et qu'elles se renforcent, les foyers y suivent. L'inverse, c'est pas forcé.
C'est ça la force des Bnot Israël, c'est ça votre force, mesdames. Et quand vous décidez comment éduquer vos enfants, comment réagir par rapport à votre mari, comment les encourager, comment les comprendre. Alors des fois, il faut faire attention parce que à force d'encourager et de comprendre, on a des maris qui sortent jamais de leur torpeur. C'est pour ça qu'on dit que la femme c'est Ezer Kenegdo. Je sais que tout le monde le connaît, mais Ezer Kenegdo c'est soit on s'oppose, soit on soutient, mais des fois il faut arriver un peu à s'opposer et à le secouer le mari pour qu'il sorte de sa torpeur. Par rapport à ça, on voit que dans la paracha, quand ils arrivent donc à la frontière, on dit que les Bnei Israël pendant 40 ans étaient dans le désert. Durant ces 40 ans, on dit que les Bnei Israël ont été, entre guillemets, purifiés, élevés, à cause de la faute du Vaudor. Ils ont dû rester, et à la faute des explorateurs. Ils sont restés 40 ans. La faute des explorateurs, ils ont mal parlé de la terre d'Israël. Donc il faut faire attention quand on parle d'Israël, même quand on habite en Israël, ou quand on habite en dehors d'Israël. Il faut faire attention aussi, par exemple, à tous les programmes satiriques qu'il y a en Israël. On s'amuse à faire des satires du juif russe, du juif français, du juif ceci, du juif cela, même de la terre d'Israël, parce que on tombe très souvent, très facilement dans la critique de la terre d'Israël, qui est une faute qui n'est pas très sympathique pour nous. Parce qu'on se rappelle que quand les Miraglim, qui étaient tous des Nessiers Israël, c'est tous des Sadikim, ils sont tombés dans la faute de parler mal de la terre d'Israël pour protéger les pays d'Israël. Parce que leur volonté, c'était de rester dans le désert, où ils avaient Moshe Rabbeinu, où ils avaient la manne qui descend du ciel, les Hanan Kavod, donc les nuées de gloire qui les protégeaient dans le désert, et que s'ils avaient la moindre question, ils posaient la question à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu posait la question au bon Dieu. Il n'y avait pas de malentendu possible. Par rapport à ça, donc, ils ont, entre guillemets, mal parlé, ils pensaient bien faire. Ils voulaient rester le plus proche possible du bon Dieu. Le problème, c'est que le bon Dieu, quand il a donné la Torah, il a donné la Torah, c'est pas uniquement pour rester proche de lui, c'est pour, dans ce monde, rester proche de Dieu dans l'application d'une vie matérielle et physique dans ce monde, arriver à s'élever. Pas rester dans un désert. Ça, Kadosh Baruch Hu, il veut pas de ça. Quand on reste et on étudie dans le Beth Midrash, cette Torah-là, elle doit être sortir du Beth Midrash après pour être enseignée, pour être appliquée. Sinon, cette Torah-là, c'est une Torah qui est entre Dieu, entre l'homme et le bon Dieu. Mais après, elle n'a pas d'influence et d'impact direct sur la création autour de nous, comme elle devrait en avoir. Quand, au contraire, on prend le temps de sortir, d'enseigner, de parler, de discuter, et dans chaque action que l'on fait dans sa vie, de transformer cette action en Esek HaTorah. Pour expliquer c'est quoi le Esek HaTorah, il faut bien arriver à comprendre. Le Esek HaTorah, c'est quoi? C'est quand on dit t'as mis ta sek Torah, c'est pas tu étudies la Torah. Beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que c'est étudier la Torah. Non. Dans chaque action que je fais dans ma vie, que j'aille faire mes courses, que j'aille travailler, que je réponde à mon voisin, que je parle à mon enfant, que je me lève le matin, je dois m'inspirer des enseignements de la Torah et de me dire comment la Torah me dit dans ces moments-là de me comporter. Quand je sens une petite colère monter, oui, comment la Torah me dit calme-toi, c'est pas bien la colère. Oui, ça c'est le Esek HaTorah. Dans tout ce que l'on fait. Mieux que ça, il y a un Yom-Yom qui rapporte que le Talmid Racham, le juif, là où il se trouve, surtout c'est un sage de la Torah, il doit tout le temps dire un verset de la Torah, parce que grâce à la récitation de ce verset, il va permettre à la sainteté de Dieu de s'épanouir et de s'étendre à travers ce monde. On dirait, mais c'est quoi cette histoire? Donc des gens posent la question, Rabbi Lebeitch, donc là, où je vais dans le métro, je vais partout. Toute la journée, je récite des Télim. Alors premièrement, Baruch Hashem, il faut savoir que c'est une très bonne chose pour ceux qui connaissent les Télim par cœur, quand ils marchent dans la rue, de les réciter. Ça c'est un. D'accord? Moi, je connais beaucoup de gens qui le font. Tous ceux que je connais qui le font, je vois Ben Porat Yosef, ils ont une bracha extraordinaire dans leur vie. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, c'est quoi en réalité? C'est de me dire, dans chaque endroit où je me trouve, de me rappeler que je suis juif et que je suis là pour sanctifier le nom de Dieu face au monde, face aux non-juifs, à tout moment, en me rappelant que ce qui guide ma vie, ce sont les règles et les commandements de la Torah. Ça, c'est le véritable Esek HaTorah. Quand on arrive à faire ça, on ne se contente plus d'avoir une étude de Torah. On ne vient pas à un cours de Torah de temps en temps pour écouter un rabbin. On ne va pas se brancher sur Internet pour écouter le Rav. On vit une Torah. Notre Torah, elle devient vivante. Ça devient notre source de vie. Et là, je peux vous dire, c'est un grand kiff. Je vous le dis, c'est un grand kiff. D'accord? Un jour, il y a un de mes enfants qui me dit, papa,
Tu peux m'expliquer? Je suis au Talmud Torah, on étudie la Gemara, mais des fois, les Gemarot dans Baba Mitzia, Baba Kama, les charrettes, les taureaux, les tonneaux. Il y en a un qui vient avec une poutre, il est rentré dans le tonneau de l'autre, on ne sait pas si c'est le tonneau ou la jarre, etc. C'est un peu compliqué des fois cette histoire. Oui? Comment toi tu viens et tu aimes étudier ça? Non, parce que nous des fois, comme c'est à l'école, pour eux, c'est des devoirs, c'est une obligation. Il aimerait savoir comment je fais pour avoir la tchouka, le plaisir d'étudier. Oui? Alors je lui ai répondu. Je lui dis la véritable tchouka, hein, c'est quoi? C'est que tu dis pas pour toi. C'est pas ça le ta'anoug. C'est qu'en étudiant toutes ces gmarottes, plus tard tu sauras. Si ton copain dans la cour de récréation, eh ben, il rentre en courant, sans faire exprès, dans un autre enfant et lui casse ses lunettes, en étudiant ces gmarottes-là, tu vas apprendre les règles de base qui vont te dire qui doit payer à l'autre. S'il doit lui payer. S'il y en a un qui casse la dent à son prochain. S'il y en a un qui casse le cartable de l'autre. Et dans sa tête, quand il a remplacé les vaches par les copains qui courent, parce qu'un copain qui court sans faire attention, c'est vache, quoi. Donc maintenant, je sais, c'est jeu de mots de vieux. Alors maintenant, c'est voilà. Mais ça c'est premièrement. Mais quand il a remplacé ça et qu'il a remplacé la jarre qui se fait casser par des lunettes d'un copain qui se fait casser, il dit comme ça donc c'est une extraordinaire. Ils ont dit attends, ils sont partis voir leur Rav, ils disent Vodarav, maintenant à partir d'aujourd'hui, on va monter un beddin dans la classe. D'accord? Ils ont commencé à monter un petit beddin, où les rabbanim ont commencé là-bas du Talmud Torah m'appeler, pour mettre en place un petit beddin et faire des petits din Torah, où il y avait un erkev, donc 3 enfants de la classe qui s'asseyent en tant que daïnim, qui demandent les règles, et quand ils savent pas, ils appellent le Rav. Alors là-bas c'est moi, il m'appelle moi donc. Ça se passe très bien, les enfants ils ont eu la tchouka pour. Ce que je lui dis à mon fils, je lui dis, tu sais pourquoi le Torah c'est extraordinaire? Parce que quand tu l'étudies comme il faut, tu as toutes les solutions à tous les problèmes. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Et pour arriver à lire entre les lignes, il ne faut pas se contenter d'étudier. Quand par exemple on est en France et qu'on ne comprend pas l'armée, moi je vois les hommes, quand on leur dit venez on va étudier la Gemara, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, ça ne leur parle pas la Gemara. Parce que c'est en arabien, parce que c'est écrit court, parce que c'est pas vraiment très très bien expliqué. Comme vrai, on n'explique pas tout, d'accord? En réalité, parce qu'il y a des règles, il y a énormément de règles. Des règles grammaticales, des règles de sémantique, beaucoup de règles, des langages spécifiques, d'accord? Donc le lexique, à connaître le langage légal du Talmud, pour comprendre les règles, comment les appliquer. Pourquoi dans un Baal Tosfot, il écrit Inamé, après Achinami? C'est quoi la différence? Oui ou non? Achinami, il rapporte la chita qui est sur la daf. Inami, il rapporte une chita qui est dans une autre Gemara. Il faut la chercher, il faut la trouver. Mais c'est tellement simple pour Tosfot qu'il ne parle même pas de l'autre Rav. Ça arrive souvent. Et très souvent, il rapporte les enseignements de Rabbi Yossi à Galili quand il rajoute un Inami. C'est un truc sympa. Quand on le sait, quand on connaît ces règles et qu'on les a étudiées, parce que les poskim les rapportent, l'étude de la Gemara, c'est plus la même. On sait où aller chercher après. Et après, on apprend réellement à régler tous nos problèmes. Et après, c'est là que ça fait la différence entre ceux qui étudient le DAF de Gemara, mais qui ne connaissent pas toutes ces règles, et qui vont après les enseigner aux autres avec une interprétation qui ne sera que personnelle, et ceux qui ont été formés pour apprendre ces règles-là. Regardez, cette semaine, je vais vous raconter une anecdote. Bezrat Hashem. Pour vous expliquer. Moi, tout le monde le sait, je m'occupe d'un Bet Torah et d'un Bet Din privé à Bnei Brak. Mis à part ça, je m'assois chez un Rav, dans son Bet Torah de Elad, le Rav Moshe Shaul Klein, qui est un des grands rabbanim de Bnei Brak. Alors, ceux qui veulent vérifier, ils peuvent appeler ces rabbanim-là pour vérifier. Et j'ai étudié à Yeshivat Kisser Rachamim. Donc, il suffit d'appeler, dans les renseignements généraux, on appelle Kisser Rachamim, on demande à parler au directeur de l'Yeshiva, le Rav Tzemach Mazouz, parce que le Rav Meir Mazouz, on ne peut pas trop le déranger, qu'il ait le mérite d'avoir la refoua chez les Mars. Ou le Rav David Idan, le Rosh Kollel, on dit Rav Chaim Shai, vous connaissez, ils vous répondront. Ce qu'il a fait, ce qu'il a étudié, ce qu'il connaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler. On aime bien casser l'image de l'autre. On aime bien parler de l'autre, sans prendre la peine de vérifier. Et puis, quand on est de mauvaise foi, on veut même pas dialoguer. On se contente de critiquer sans même le dire à l'autre. Ça, les gens de mauvaise foi, quand ma chère viendront, ben, s'ils font pas de chouva, ils régleront leur compte avec lui. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit?
On voit tout simplement que récemment, j'ai une jeune fille qui m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai mon oncle qui est Dayan. L'oncle n'a pas une de formation de Dayan. Il renseigne des gens, il répond à des questions d'Alakha, il écrit des articles ici et là, ça c'est vrai. Il n'est pas Dayan. Bon. Mon oncle a essayé de m'aider, elle a un problème. La pauvre, elle est Agouna. Ça fait plusieurs mois comme ça qu'elle a épousé un homme qu'il ne fallait pas épouser. Malheureusement, ça peut arriver. Et elle a parlé avec un sofer de Natania qui a dit qu'il va l'aider. Donc le monsieur, il écrit des mésotes et des tfilines. Hein. Je ne sais pas comment il peut l'aider pour... Donc un sofer de Natania, très gentil, a voulu l'aider, qui n'a pas réussi à l'aider. Elle a parlé avec son oncle, qui n'a pas réussi non plus à l'aider. Elle a parlé avec différents rabbinim qui étaient des rabbins officiants, ou des rabbins qui s'occupent de Kehilot, ou de rabbins qui n'ont pas réussi à l'aider. Et de fil en aiguille, il y a une amie à elle qui a d'appeler le Ravishai. Et quand elle m'appelle, je lui explique que le Bedin Rabbani ne dépend pas du ministère des cultes en Israël, mais du ministère de la justice. Et que quand on va là-bas, c'est une administration légale, où il y a des formulaires à remplir, et il y a une façon de remplir les formulaires. Et que si elle n'a pas rempli les formulaires de la bonne façon, son dossier va pas aller dans le bon service. Mais pour ça, il faut être Dayan pour connaître ces choses-là. Ou avocat, spécialisé divorce. Pas avocat dans l'immobilier. C'est pas les mêmes. Donc je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre leur copain avocat dans l'immobilier pour régler le problème de divorce. Et il est très très bon dans l'immobilier. Il peut faire une catastrophe. Donc, je l'ai vu. Je suis repassé derrière des dossiers pour réparer des catastrophes. Donc par rapport à ça, hein, on voit en réalité que cette fille m'appelle. Elle me dit, ça fait des mois, je suis à Gouna et mon mari, il est en France. Je dis, que vous avez fait votre dossier à Jérusalem dans le service des femmes à Notes. Il y a un service spécial aujourd'hui qui a été mis en place grâce au Rav Yosef qui a su mettre la pression à Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, enfin, sauf, on va arrêter de critiquer les rabbinim qui demandaient depuis longtemps à ce qu'on mette en place les règles de la Torah pour pouvoir permettre aux hommes qui refusent de donner le guet à leurs femmes, comme le fameux monsieur qui était à Madan et qui étudiait à Bar-Ilan, qui refusait par principe de remettre le guet à sa femme alors qu'il ne vivait plus avec elle, depuis des années qu'il ne voulait plus vivre avec elle, et à la fin, par principe, il est parti en Belgique et on a réussi à le extraire, d'accord? Parce que Baruch Hashem, le Yitzhak Yosef, le rabbin d'Israël a lutté, et on a fait changer les lois. C'est fini. Ceux qui refusent de donner le guet à leurs femmes, ils vont pas se miser en Israël. C'est fini. Et même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la nationalité israélienne, à partir de la femme ou à partir du moment où la femme est en Israël et qu'elle habite ici, même s'il habite à Tombouctou ou ailleurs, on ira le chercher. Ça a changé en Israël. Et on invite les autres consistoires à en faire autant et à parler avec leur gouvernement pour faire changer ces choses-là. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que cette jeune fille, son dossier était tout simplement gelé. Quoi? Elle est partie demander une demande de divorce. Donc le Beddin de Natania a envoyé au Beddin de Paris une demande d'invitation au Beddin du mari qui remette le guet. Le Beddin de Paris n'a pas retrouvé le mari. Ils ont envoyé au Beddin de Natania, on n'a pas retrouvé le mari. Elle a dit on devait pas trouver la vue. Elle a fait comme marche. Le Beddin n'a pas couru après elle parce qu'ils se sont dit si elle ne revient pas vers nous, peut-être qu'elle a fait du schlumbait. Peut-être que tout s'est réglé. Parce qu'elle a fait aucune demande. Et tous les rabbinim qu'elle est partie voir, il n'y a aucun qui a su lui dire que si elle ne relance pas son dossier va être suspendu. Donc quand moi elle m'a appelé, je lui ai dit excusez-moi madame, vous avez expliqué que vous êtes à Gouna, que votre mari est à l'étranger, qu'il a disparu, etc. Elle m'a dit non. Je dis mais si vous leur dites pas ça, eux ils pensent que vous avez fait votre schlumbait. Ils pensent que tous vos problèmes se sont réglés. Donc elle est retournée le lendemain à la Rabbanout. J'ai parlé avec le Rav Arviv, le Masker Rachid de la Rabbanout de Natania, du Bedin Rabbani de Natania, qui a vérifié, mais effectivement le dossier était suspendu. Ça faisait des mois et des mois qu'elle attendait un guet qui n'aurait jamais arrivé, qui ne serait jamais arrivé. Et là son dossier est passé à la Marleket Agunot, et d'ici quelques mois son dossier sera réglé, Bezrat Hashem. Parce que c'est fini maintenant. Comprenez ou pas? Moi ça me révolte. D'entendre des gens qui puissent venir parler, de dire des choses, le Rav est-ce qu'il a étudié, parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui viennent voir Shimshon, pour dire des bêtises. Et d'empêcher comme ça, ouais, malheureusement, ce soir en direct. Donc qu'est-ce qu'on voit? Et d'empêcher comme ça des gens de pouvoir se faire aider par des gens qui sont compétents et qui ont été formés, et qui connaissent les rouages de l'administration du ministère de la Justice, en tant que rabbanim, mais
C'est un peu dommage. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est dommage. Mais ça, c'est le problème de la génération. Donc, Bezrat Hashem, il faut que tous se renforce avec les Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit que les Bnei Israël, en fait, pour reprendre la paracha de la semaine. Donc, on voit que les Bnei Israël, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Les Bnei Israël, quand ils arrivent donc à Yericho, ils arrivent aux frontières d'Israël. On leur dit à partir de moment, le Zohar, il nous dit, Li Roche. Les lettres de Israël, c'est Li Roche. Tu prends Israël, c'est ma tête, elle est pour moi. Le Bnei Israël là-bas, c'est les Bnei Yaakov. Yaakov, c'est le talon. Le talon, bah, il subit les mouvements du pied. Il ne peut pas faire le pied réellement, le talon. Il ne fait que tenir le corps. Il est très important, le talon. C'est pour ça que nous, on a appelé Kadem Shira. Notre génération est appelée le talon de Mashiach. Oui, on a une génération avec une messianique. J'espère que vraiment Mashiach va arriver après le cours. Parce que c'est temps. Et puis, s'il peut demander à Dieu de nous partout en Israël, là, ce serait bien, parce qu'il fait un peu chaud. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit tout simplement, par rapport à ça, que lorsqu'on arrive et qu'on sort du désert, quand dans notre vie on a des épreuves et qu'on arrive à voir le bout des épreuves, parce qu'il y a des gens pour nous guider, nous aider, des gens qui savent le faire. Baruch Hashem, il y a eu à la tête d'Israël Moshe Rabbeinu, après c'est Yehoshua Rabbeinu. Baruch Hashem. Tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Et malgré ça, même Moshe Rabbeinu, il a été critiqué. C'est intéressant. Même Yehoshua Rabbeinu, il a été critiqué par les Bnei Israël. Tous les leaders, à un moment donné, je ne dis pas que je suis leader, moi je parle à mon niveau, moi je suis un tout petit. Mais on voit que si on a critiqué nos leaders de grands tzadikim comme ça, bon, moi je veux dire, Baruch Hashem, il y en a qui critiquent, mais qui fassent bien attention, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient être aidés. Mais s'ils entendent des critiques négatives, c'est dommage. Ça peut empêcher ces gens de pouvoir être aidés comme il faut. Aider à Goudot qui ont obtenu leur guette grâce au service qu'on met à disposition depuis le Beddin de Bnei Brak, il y en a plein. Des gens à qui on a fait le shlambit, il y en a plein. Des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui ont réussi à en avoir finalement, il y en a eu plein. Et pas uniquement avec des brachot, mais réellement par voie médicale, Bezrat Hashem, en faisant le tipoul, même en suivant les gens psychologiquement, avec des etc. Pour aider les enfants. Des enfants qui ont été aidés pour être placés, envoyés parce qu'ils étaient hyperactifs, c'était problématique. Il y en a eu plein. Il y a sorti de tourmente, pas possible, il y en a eu plein. Des foyers où le mari frappait la femme, il y en a eu aussi plein où on a pu, Baruch Hashem, sauver les femmes, ou pas arriver à sauver le couple. C'est dommage de critiquer. Par rapport à ça, on voit quoi? C'est que de ton talon, tu passes à ta tête. Tu fais le choix maintenant. Tu comprends c'est quoi ton potentiel. Et tu fais le choix maintenant de prendre ta vie en main. Une fois que tu as une épreuve, tu restes 40 ans dans un désert, c'est une épreuve. Tu sors de tes épreuves. Chaque épreuve qu'on a dans notre vie, c'est comme un petit désert. C'est comme une exode dans le désert. D'accord? Un exode dans le désert. À partir du moment où je me dis, je veux prendre ma vie en main, et maintenant, ma tête, elle est pour moi, et je me mets à réfléchir de façon positive pour trouver des solutions à mes problèmes, Li Roche, je deviens Israël. Je deviens ce qu'on appelle un Israël, celui qui trouve des solutions à son problème, et qui prend sa vie en main. On dit Israël, mais à la mazal. Il n'y a pas de destinée. Pourquoi? Parce que ma destinée, c'est moi qui la construis chaque jour. À travers les choix que je vais faire. Dans mon shlom bayit, j'ai un problème avec mon mari. Où je suis, enfin pas moi, mais une femme a un problème avec son mari. Ou un homme a un problème avec sa femme. On fait le choix de notre façon de réagir et de comment on veut régler la situation. Tout à l'heure, j'étais avec un couple où il y avait, malheureusement, ça arrive, la belle-mère du mari était malade. La femme voulait aller faire des courses pour aller aider son mari, pour aller aider sa femme. Et le mari lui dit, mais j'ai besoin de toi, on avait prévu de discuter ce soir. Tu peux dire à ta mère que tu vas aller un peu plus tard, qu'on discute? Non, non, je dois partir tout de suite, ma mère n'est pas bien. C'est devenu une dispute. Le mari, je l'ai vu ce soir, je lui dis, dis-moi, t'as décidé de te disputer en fait. Sa mère est malade, elle a besoin d'un coup de main. C'est vrai qu'elle aurait pu dire à sa mère, maman, j'ai un truc à régler avec mon mari, j'arrive un peu plus tard. Elle aurait pu le faire. D'accord? Et je l'ai dit aussi à la femme. Mais ils ont décidé de se disputer. On décide. On est à deux, hein. Pour se disputer, on est deux. Oui? Tout simplement. Alors, Bezrat Hashem, on voit quoi? Par rapport à tout ce qui a été dit ici, c'est que
quand on vient et qu'on comprend qu'à travers les histoires qu'on a dans la Torah, il y a un message dans la vie de chaque jour, de comment se comporter. 40 ans dans le désert, c'est tes épreuves. Le fait que tu arrives à la frontière d'Israël, tu vas traverser le Jourdain, le Yarden, d'accord? Tu vas traverser un fleuve qui va te purifier, entre guillemets, pour entrer sur la terre d'Israël. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu arrives à régler ton problème, tu connais, toi, tu t'élèves de niveau, et tu connais une petite alia en termes de rouchaniout, en termes de spiritualité. D'ailleurs, les grands tzadikim, comment on les appelle? Bnei Alia. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur alia en Israël? Non, les enfants de l'alia. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils s'élèvent. Chaque jour, c'est comme si ils font leur alia sur la terre d'Israël. Mais quoi? Pas de façon matérielle uniquement, de façon spirituelle. Devenir en Israël, c'est important. D'habiter en Israël, c'est extrêmement important. J'invite tous ceux qui n'habitent pas encore en Israël de préparer leur alia et de venir le plus rapidement possible. Parce que Mashiach, il attend. Il en a marre de vous attendre. Ils sont pas encore au courant. Mais une fois qu'il va se dévoiler, il y aura plus d'avions. Et vous allez galérer pour venir en Israël. Vaut mieux venir avant. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que, bon, Baruch Hashem, mais la alia aussi, elle est chaque jour, c'est une alia spirituelle. Maintenant, quand on habite en Israël et qu'on applique la Torah en Israël, du fait que parfois ça peut paraître un peu plus compliqué d'arriver, le Yom Hayom, chaque jour, d'appliquer la Torah en Israël, pour certains, d'accord? Ça peut paraître un peu plus compliqué. Il y a certaines personnes, quand ils habitaient dans le 19e, quand ils habitaient à Pavé, ils avaient tout à côté de la main. C'était facile pour eux d'aller à la synagogue et de prier. Ils avaient un Rav Sapa, un cours à suivre, etc. Et puis ils arrivent en Israël, ils ne trouvent pas forcément la synagogue, ils ne trouvent pas forcément le Rav, ils ne trouvent pas forcément l'ambiance. Ils ne savent pas très bien où aller. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas choisir forcément le meilleur endroit pour eux. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas été aiguillés. Et pour ces gens-là, des fois, ça devient compliqué. Mais au contraire, pourquoi c'est compliqué? Parce que quand ils se mettent à appliquer la Torah, ils ont une élévation extraordinaire. Vous habitez tous en Israël. Quand vous décidez de vous élever, vous ne la ressentez pas, l'élévation? Qu'elle est totalement différente sur la terre d'Israël. Pourquoi on dit comme ça? On dit que l'air de la terre d'Israël rend les gens intelligents. Maintenant, il y a un midrash extraordinaire qui dit que quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, il a explosé dans des milliards de petites pierres. Et ces petites pierres-là, elles ont été répandues à travers le monde. Certaines au moment d'explosion et d'autres, les Romains ont pris ces pierres et ils ont répandu à travers le monde, pour être sûr que le Beth Amikdash ne soit jamais reconstruit. Ils ont même enseveli le Har Habaït, sous la terre, d'accord, et mis des tonnes de terre pour qu'il n'y ait plus aucune trace du Beth Amikdash. Ils voulaient éliminer l'existence du Beth Amikdash. Ils n'ont pas réussi. On est encore là. Et le Beth Amikdash très bientôt, avec l'aide de Dieu. Maintenant, il faut savoir qu'il y a déjà un plan qui a été posé à la mairie de Jérusalem pour demander la construction du Beth Amikdash sans détruire la mosquée d'Omar. On garde la mosquée d'Omar dans le Beth Amikdash, parce que c'est autorisé. Ouais. Non, c'est vrai. Alors maintenant, c'est déjà prévu, donc voilà. Donc quand on est cool. Alors maintenant, au Hachem, il faudrait qu'il soit un peu plus en face. Voilà. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que on voit que Baruch Hashem, qu'est-ce que je disais juste avant? Il y a un plan. Hein? Oui, le plan, mais avant le plan. Les galouillottes. Tous les cailloux du Beth Amikdash. Tous les cailloux du Beth Amikdash, etc. Et à chaque endroit où un de ces petits cailloux a été posé, il y a un Beth Midrash, une yeshiva, un endroit de Torah qui va se monter. Un mikvé, un Beth Midrash, un endroit de Torah, un endroit pour l'usage de la Torah qui va se monter dans le monde. Et ces endroits-là, on dit que quand on rentre dans le Beth Midrash ou la synagogue, c'est le même air qu'on a en Israël. Donc ceux qui habitent en dehors d'Israël, je leur conseille de passer un maximum de temps dans le Beth Midrash et la synagogue. Pour avoir cet air d'Israël qui leur permettra de s'élever. Et on le voit, quand ceux qui habitent Bechutz Laaretz, ils voient quand ils étudient chez eux à la maison, c'est pas la même étude que quand ils vont étudier avec un copain en Beth Midrash. C'est pas la même élévation. Maintenant, essayez d'imaginer si maintenant vous venez en Israël, dans un Beth Midrash en Israël. L'élévation, elle est encore mieux. Oh, déjà dans les maisons, c'est pas mal. Mais alors, dans le Beth Midrash, on est au top du top. Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit? Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? Il faut que ta maison, tu fasses de ta maison un sanctuaire pour Dieu, Mishkan Hashem. Donc, on sait tous, Baruch Hashem, qu'il y a un grand rapport, qu'on doit construire sa maison comme un sanctuaire. Maintenant, il est rapporté par plusieurs rabbanim, qu'il est important dans toutes les maisons de rentrer un maximum de Sifrei Kodesh. De la Gemara, Shulchan Aruch, etc. Même quand on ne comprend pas forcément pourquoi.
Parce que viendra un jour, peut-être il y a un enfant qui va venir et qui va ouvrir un des bouquins. Ou viendra un jour où nous-mêmes on va ouvrir un bouquin. Ou viendra un jour quelqu'un qui comprend, on va ouvrir le bouquin, il va commencer à prendre le Torah dans la maison. Donc c'est important. Et d'aspirer à avoir dans sa maison un Beth Midrash. Et l'autre chose qui est très importante quand on est en Israël, alors c'est vrai que Baruch Hashem, voilà, je suis là, je donne des cours, etc. En français, mais c'est beaucoup mieux d'apprendre l'hébreu et d'étudier en hébreu. C'est très important. Donc il y en a beaucoup qui viennent de faire leur alia, qui se cassent la tête à faire le pan et à apprendre l'hébreu. Et à essayer de suivre des cours, avec des rabbinim francophones s'il faut, mais à les faire en hébreu les cours. C'est autre chose. Baruch Hashem. Maintenant, et on voit, moi à l'époque à Kisser Rachamim, je m'étais occupé d'une bande de jeunes de Marseille, je leur passe le bonjour. Un de mes premiers élèves, il s'appelle William, il se reconnaîtra. Donc, on voit en réalité, aujourd'hui il est retourné à Marseille, il est marié, il a des enfants, Ben Porat Yosef, c'est un jeune Bachor quand il était venu à Kisser Rachamim. On m'avait emmené comme ça un groupe de jeunes Français. Et le Rav m'a dit, attends, ils ont besoin d'être mis à niveau. Je dis très bien, donc je vais leur donner les cours en hébreu. Il dit, mais je comprends pas, c'est français. Ils sont français. C'était le Mashgiach, le Rav Sagroun. Donne-leur le cours en français pour les mettre à niveau. Je dis, mais non, viens, on va voir le Rav Meir Mazouz, on lui pose la question. Le Rav Meir Mazouz, il a dit, le Rav Ishaï, il a raison. Il donne les cours en hébreu. Je leur ai donné les cours en hébreu. Ben Porat Yosef, c'est tous devenus des Talmidei Chachamim qui sont dans l'étude aujourd'hui. J'espère pour toi aussi, William, que tu continues à étudier, t'as intérêt, sinon on va venir à Marseille. Maintenant, ça c'est un. Et sur ces Bachurim-là, il y en a une petite dizaine. Sur une petite dizaine, il y en a 7 qui sont devenus rabbins. Et des bons, hein. Baruch Hashem. Donc, on voit en réalité que c'est ça qui fait la différence. De se mettre à l'étude dans la langue hébraïque, dans la langue de nos pères. On dit dans la Gemara, hein, c'est quoi israéli? Le terme d'israéli, d'accord? Aujourd'hui on dit israéli, c'est israélien. La Gemara, elle te dit israéli à l'époque. La Gemara, elle te parle d'israéli. Elle dit, c'est quoi le israéli? C'est celui qui est au-dessus du ivri. C'est quoi le ivri? L'hébreu. Celui qui a traversé le jardin, le Yarden. Avraham, il est venu de l'autre côté du Yarden. On l'appelle le ivri. Ou Avar, à Yarden. Donc c'est ça, ivri. D'accord? Ça veut dire aussi d'autres choses, mais c'est ça une des principales raisons. Donc nous, quand on arrive à la frontière là, dans la paracha, on va traverser le Yarden pour aller conquérir Yericho. On arrive du désert, on est encore dans la tête dans la galère, on commence à faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Et c'est une lutte. Parce que Yericho, on l'a eu en luttant. Pas vraiment, bon, on a fait les tours, les akafotes, on a fait les chauffards, les murailles sont tombées, bon, ok, on la connaît l'histoire. Mais on voit en réalité que chaque année, à Sukkot, d'accord, quand on vient et qu'on fait les akafotes, chaque jour de Sukkot avec le loulav, pour à la fin arriver à Simchat Torah à la fin, et de faire encore toutes ces akafotes là, c'est en souvenir ces akafotes là, des tours qu'on a fait autour de la muraille de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'on dit les akafotes, c'est les murailles de Jéricho, c'est pas Jéricho qu'on voulait prendre. On voulait détruire le Yetzer Hara de ces 40 ans dans le désert où on a fait la faute des Meraglim, on a fait la faute du veau d'or, où dès qu'on est sorti d'Égypte, on s'est rébellé parce qu'on est arrivé à Memara, on est arrivé à un endroit où il y avait que de l'eau salée, amère, et qu'on nous a montré qu'il fallait mettre les palmiers dans l'eau pour rendre l'eau douce, en réalité, et qu'on s'est quand même rebellé. On s'est rebellé une dizaine de fois dans le désert, quand même, c'est... Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à se rebeller. On voit un rabbin qui veut aider son prochain, on va le critiquer. On voit une association qui veut se monter, on va essayer de les casser. On va essayer de chercher le mal. À force d'essayer de voir le mal chez les autres, on a dit le mal chez nous. Et prenez garde. Parce que comme on le dit chez Bilam, on dit qu'il était Satoumaïn, on dit que les gens qui parlent mal de leur prochain, au moment où ils parlent mal, ils ont tendance à faire un petit clin d'œil ou à fermer les yeux. Faire ça. Si vous voyez quelqu'un comme ça, la Gemara dit, il faut vous méfier. Parce qu'il a un guédère de Bilam, le monsieur. Il voit tout négatif. Et à travers ces négativités, dans sa vie, il n'y a que de la négativité. Vois les choses positivement, tu seras positif. Vois les choses négativement, tu seras un Bilam dans ta vie. Et Bilam, il n'a pas été terminé, hein, je vous le rappelle. Donc, ni lui, ni même Samuel. Donc, voilà. Donc, on voit par rapport à ça, hein, tout simplement, et ça qui est fantastique dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on vient et qu'on veut prendre d'assaut notre Yetzer Hara, d'accord, il faut devenir un Israéli. Le Israéli dans la Gemara, c'est celui qui a réussi à lutter contre son Yetzer Hara, à parler en permanence Lachon HaKodesh, en hébreu, en permanence il parle en hébreu, et toute son étude, il ne l'a fait qu'en hébreu. Donc dans le Beth Midrash, il ne parle pas en français. C'est écrit noir sur blanc dans la Gemara.
C'est ça le Israéli. Alors on fait notre alia, on a une Teudat Zehut, c'est vrai. On va faire l'armée, on fait tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, parce qu'on aime l'État d'Israël et qu'on veut voir cet État être un État juif dans le Derech HaTorah, et que même certains nous critiquent à cause de ça, les Français, parce qu'on est très unis entre nous, même si on vient de différents clivages, on n'aime pas tomber dans les stéréotypes du système israélien. Il n'y a pas orthodoxe, sioniste, pas religieux, on est tous des frères. Voilà. Et moi je pense comme Rav Dorfman de Breslev, aujourd'hui dans la génération, il n'y a plus de rabbanim réellement. Il y a quelques chaverim, des bons chaverim qui connaissent bien la Torah, qui sont là pour éclairer leurs autres chaverim. C'est pour ça que moi je ne me considère pas comme un Rav, mais plus comme un chaver. C'est important. C'est pour ça que je me prends pas au sérieux, et que je plaisante autant, qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un fou. Mais c'est pas grave, au Hachem. Et que ma porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde. Les religieux, les pas religieux, les moins religieux, tout le Ham Israël. Tout le monde est bienvenu, même les non-juifs. Ils ont des problèmes, ils viennent nous voir. On a les solutions dans la Torah pour eux. Et ils sont de plus en plus nombreux à venir nous voir, les rabbins. Je vous assure, c'est une folie. Au Hachem. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une génération messianique. Je vois, je le constate. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, avec l'aide de Dieu, on voit que Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de devenir chacun de véritables Israéliens. Qu'on habite en France, à Tombouctou, en Belgique, ou en Israël, qu'on soit des Israéliens, qu'on passe notre temps à réussir à parler en hébreu. Le Lashon HaKodesh, à étudier la Torah en hébreu dans le Lashon HaKodesh, parce que ça purifie la Neshama, ça nous fait nous élever, et ça élève le foyer dans le Derech Torah, c'est une chose qui est extrêmement importante, et ça renforce les liens dans le couple et le Shlom Bayit. Et le dernier point, il y a une très grande ségoula, que moi j'aime beaucoup rapporter. C'est très très bien chaque jour de prendre le temps de raconter une histoire de tzadikim aux enfants. Non, je suis sûr que c'est vrai. Voilà. Donc une petite histoire de tzadikim aux enfants. Et n'importe quel tzaddik. Et il est rapporté que c'est par différents rabbinim, dont le Rachab, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure au début. Un rave extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit, avant d'enregistrer le cours, on a parlé de ça. Mais on voit quoi? On voit que, tout simplement, que c'est une très grande ségoula de rapporter à nos enfants des histoires de tzadikim. Pourquoi? Parce que ça leur donne un exemple. Et puis nous, ça nous rapproche d'eux. Et puis il y a un contact qui se crée. Et puis c'est une ségoula, non seulement parce qu'on se rattache aux tzadikim, mais c'est une ségoula pour apporter de la bracha dans tout ce que l'on fait dans notre vie. Et ça nous force à dialoguer les uns avec les autres, quand on n'a plus rien à se dire. Des fois, on n'a plus envie de se parler. Parfois, il y a des murs de silence. Il y a une femme, elle se sent délaissée par son mari. Elle voit son mari, il rentre à la maison, mais il est occupé. Il est avec son téléphone. Oui? Elle est avec son téléphone. Ils sont les deux, avec les téléphones. Oui? Il faut s'occuper des enfants, il faut faire les courses. On a chaud, on est fatigué, on est ceci, on est cela. Il y a ce mur de silence terrible qui s'installe, et puis on ne sait plus de quoi parler. On ne sait plus de quoi parler. Et on a l'impression qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Et arrive un moment, on se dit, mais est-ce que je l'aime encore? C'est fou, hein? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi parler. Alors que si tu avais fait l'effort de prendre une bibliothèque dans ta maison et de mettre de quelques bouquins de Torah, et puis tous les soirs tu dis avec ma femme, on va raconter l'histoire d'un tzaddik. Parce que c'est vrai que des fois, avec l'Agmara, c'est un peu compliqué. C'est vrai que la halakha, des fois, ça peut fâcher. C'est vrai, parce qu'il y a plein de coutumes. D'accord? C'est vrai. Mais l'histoire du tzadikim, ça peut que rassembler. Non? Des petites histoires comme ça. Après, d'une histoire d'un tzadik qui a réagi d'une certaine façon, on peut, nous, essayer de comprendre dans notre vie comment, par rapport à cette histoire, qu'est-ce que je peux comprendre, moi, par rapport à mon comportement de chaque jour. Comment, moi, par rapport à ce comportement de tzadik, comment, moi, j'aurais pu réagir autrement dans ma vie. Et arriver à me remettre en question. Chachamim, ils disent, il y a une question qui est posée dans la Gemara. On dit, mais pourquoi dans la Gemara, des fois on a des Gemarot comme ça, au milieu de la Gemara, il y a une histoire, il y a une Agada. Une histoire. On dit, parce que si tu vas apprendre la véritable crainte de Dieu, et tu vas apprendre comment te relier à Kadosh Baruch Hu, tous les secrets, ils sont dans la Agada. Ils sont dans ces histoires-là, qui ne sont que des histoires vraies, d'accord? Ou parfois, et très souvent aussi, ce sont des paraboles, où c'est une autre histoire qu'on est en train de vous raconter, mais on est en train de l'embellir. D'accord? Pour arriver à un niveau spirituel, on parle de certains secrets. Il faut être versé dans l'étude pour savoir. D'accord? Et on arrive à une chose extraordinaire, à une étude fantastique. Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'à travers ces histoires-là, on apprend à se découvrir nous-mêmes, et on apprend à travers le comportement des tzadikim, comment nous apprendre à nous comporter dans notre vie chaque jour. Prendre pour exemple les tzadikim. Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, la tzlacha,
Rov Nachat, le bonjour à tout le monde. Ah, je vois des noms qu'on connaît là. Hein, Shimon Goldenberg. À très bientôt. Bezrat Hashem. À tout le monde. Et à Steven Ishai. Enchanté Steven Ishai. Ravi Ishai. Enchanté. Alors Bezrat Hashem. Alors Bezrat Hashem. Voilà. Bracha v'atzlacha. D'accord? Dans tous les domaines. Beaucoup de nachat, de réussite dans l'éducation de nos enfants. Et qu'on réussisse bien à être des Israéliens. De dépasser le fait d'être des Ivrim, des Hébreux, qui traversons le Yarden. Là, Jourdain, mais je ne sais plus dans quelle langue parler, moi. Attends, ce serait plus simple si on parlait tous en hébreu. Mais bon, alors, qui traversons le Jourdain, mais réellement de devenir des gens qui sont installés sur la terre d'Israël, la terre de la délivrance, Bezrat Hashem. Et sur le plan matériel, ici, où la paix viendra, c'est marqué dans Chazal, la paix viendra de Yerushalayim. À Yerushalayim aujourd'hui, on a des moshavim, on a des kfars, où il y a des églises protégées par Tzahal, d'accord? Dans des moshav musulmans, où là-bas, hein, il y a la mosquée à côté de la synagogue, à côté de l'église. Et tout le monde s'entend bien. C'est pas la guerre comme tout le monde le croit. Et il y en a plein des moshavim comme ça dans la région de Jérusalem. Bezrat Hashem, donc qu'on voit la paix sortir de Jérusalem, qui mitzion et Torah, d'accord? Et que le shalom viendra d'ici, et que Mashiach vienne ici très bientôt, et qui m'achète un appartement avec vue sur Beth Amikdash, ce serait très sympa parce que je suis encore en location. Bracha v'atzlacha, très bientôt tout le monde. Kol Tov. Comment t'arrêtes? Vas-y.